et puis ça devrait être bon. Je vais juste décaler ça ici. Hop là. Très bien. Bon, merci Patrick pour l'introduction. Merci à tous d'être présents sur cette, je ne sais plus combienième session d'AMS Online, puisqu'on l'a commencé ça pour le confinement, donc ça fait déjà 1 an. Ça doit être la 25e, si je me suis pas perdu dans les comptes. Ok, donc la 25e, donc c'est cool, hein, on se retrouve un jeudi sur 2 pour ces petites sessions, ça permet au moins une régularité qui est des fois un peu plus difficile à avoir en physique, donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de gouvernance et d'administration de la Power Platform. Et comme c'est un sujet qui est vaste et large, j'ai proposé à Patrick qu'on le fasse en plusieurs parties. C'est un sujet que j'avais commencé à aborder à la MWCP sur une session d'1 heure. Et en fait, je me suis bien rendu compte qu'en 1 heure, c'était un peu compliqué de faire autre chose qu'un overview. Et là, l'idée, c'est de rentrer un peu plus dans le détail de la gouvernance et de l'administration de la plateforme en prenant partie par partie. Et donc, pour cette première partie, je vous propose de rentrer dans le détail des environnements de la Power Platform. Donc, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Alors, une présentation de qui je suis. Donc, je suis Théophile Chinine. Ça va faire bientôt 10 ans que je travaille dans l'écosystème Microsoft. J'ai commencé sur les technos du collaboratif, donc SharePoint 2007, donc SharePoint Server, profil infra à la base. Puis, donc avec l'arrivée d'Office 365, j'ai migré dans le cloud. Donc SharePoint Online, Teams, ce sont des sujets sur lesquels je travaille énormément. Tout ce qui va toucher au collaboratif. Et puis il y a 3 ans, quand la Power Platform est sortie, j'ai pris un peu le pli de la partie, on va dire, BizApp, l'application métier, avec la plateforme low code. Donc aujourd'hui, mes centres d'expertise, ça se tourne autour de Power Apps, de Power Automate, de Dataverse. Donc c'est le nouveau logo de Dataverse que je vous ai mis ici au milieu, de Teams et de SharePoint. Je suis donc aussi Microsoft MVP depuis cette année sur la partie BizApps, donc Power Platform, et je travaille pour la société Abalon, qui est une société de services spécialisée autour de ces technologies-là. Vous pouvez me suivre du coup sur mon blog, sur lequel j'essaie de poster j'essaie de poster des petits tips techniques, là où moi j'ai rencontré des petits problèmes techniques et essayer de rendre service un peu quand on cherche des informations techniques précises. Et puis sur LinkedIn où j'essaie de poster régulièrement aussi. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est que un environnement Power Platform, parce qu'on en parle beaucoup et c'est pas forcément, on n'est pas sûr que tout le monde comprenne. D'autant plus que l'audience d'AMS se veut assez modern workplace, donc on n'a pas trop cette culture de l'environnement Power Platform, puisque la majorité d'entre nous utilisons la Power Platform dans le cadre de Microsoft 365, où on a un seul environnement par défaut. Mais à contrario, toutes les gens qui viennent du monde de Dynamics 365 sont très familiers avec la notion d'environnement, puisque les environnements Power Platform, c'est exactement les mêmes que les environnements de Dynamics. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un environnement Power Platform? Un environnement Power Platform, c'est un conteneur technique dans lequel vos applications et vos flux, donc Power Apps, Power Automate, vont s'exécuter. Voilà, donc à chaque fois que vous créez une app ou à chaque fois que vous créez un flux, elle est forcément rattachée à un environnement technique qui est l'environnement Power Platform. Ces environnements Power Platform, ils peuvent avoir 0 ou 1 base de données Dataverse. Donc ça, c'est la partie du bas que vous voyez. J'ai un slide après qui vient expliquer plus en détail ce que c'est que Dataverse. Mais pour expliquer ici rapidement, Dataverse, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de gestion de données de la Power Platform. Donc c'est ici que la majorité des données traitées par la Power Platform sont stockées. C'est une plateforme de données qui n'est pas simplement une base de données, hein, c'est une base de données relationnelle. Donc c'est un des attributs du Dataverse, mais c'est aussi des formulaires, des règles de gestion, des rôles de sécurité, etc., etc. Un environnement Power Platform, c'est également composé d'utilisateurs. Donc pour chaque environnement Power Platform, vous avez une table qui s'appelle la table user, donc une table des utilisateurs, les utilisateurs qui vont pouvoir manipuler les données qui sont hébergées dans cet environnement technique.
C'est également alimenté par une hiérarchie organisationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hiérarchie organisationnelle? C'est tout simplement la capacité de trier vos utilisateurs selon une hiérarchie de division, donc de business unit, le terme anglais, avec une hiérarchie et de répartir vos utilisateurs dans différentes équipes. Et cette hiérarchie croisée à des rôles de sécurité vont permettre l'accès aux données du Dataverse. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque environnement Power Platform que vous allez mettre en place, il va avoir sa propre table d'utilisateur, sa propre hiérarchie, ses propres rôles de sécurité, sa propre base de données Dataverse et ses propres applications, ses propres flux. Quand vous utilisez la Power Platform, vous utilisez tout un tas de connecteurs. Ces connecteurs, donc c'est ce qui fait la richesse et la force de la Power Platform, ils peuvent être ouverts ou fermés en fonction des environnements. C'est ce qu'on va appeler les Data Loss Prevention Policies. Donc en fait, grâce à ces policies, on va être capable de dire que sur tel environnement, par exemple, le connecteur SAP il est ouvert, mais sur tel autre environnement, le connecteur SAP est fermé. On va aborder le sujet des DLP aussi pendant cette session, mais en grosso modo, on va pouvoir les trier selon 3 catégories, soit les bloquer, soit les mettre dans une catégorie non business, soit les mettre dans une catégorie business. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que dans tout le reste de la session, quand je vais parler plus en détail des environnements, on va essayer de tout le temps faire la liaison à se dire, ça c'est le cas dans un environnement, mais ça pourrait être différent sur un autre environnement. Voilà, pour la vue d'ensemble. Je ne peux pas parler d'environnement Power Platform sans parler de Dataverse. Pourquoi? Parce que Dataverse, c'est un peu la souche de l'environnement. Qu'est-ce que c'est que Dataverse? Donc, comme je le disais en introduction, c'est un système de gestion de données qui est composé notamment et principalement d'une base de données relationnelle qui est en réalité derrière en background stockée dans Azure SQL et dans Azure Blob Storage. C'est une base de données relationnelle, c'est-à-dire que c'est une base dans laquelle vous allez pouvoir créer des tables et des jonctions entre vos tables selon un modèle relationnel, ce qui par exemple n'est pas le cas avec des listes SharePoint. Et ça, en fait, on ne va pas être obligé de faire du SQL, donc dans la partie sous-jacente pour le faire, on va directement manipuler ce service qu'est Dataverse pour designer nos tables, designer nos jonctions, etc., etc. On va pouvoir mettre des colonnes de type simple, donc booléen, texte, booléen, texte, nombre. Et on va essayer de pouvoir stocker des types plus complexes, notamment donc des choix. Donc en fait, ça va se traduire de manière interne au système comme une table de liaison. On va pouvoir stocker aussi des images, d'où l'intérêt de l'Azure Blob Storage. Mais Dataverse, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que ce modèle de données relationnelles, c'est aussi la capacité de venir attacher à ces tables des formulaires, de leur attacher des vues, de leur attacher des règles métiers. Donc par exemple, si tel champ a une valeur supérieure ou égale à 5000, alors tel champ est obligatoire. Ou si tel champ est à oui, alors tel champ est masqué ou affiché. On va pouvoir créer des graphiques sur les données du Dataverse et on va pouvoir créer des tableaux de bord qui viennent agréger les graphiques. Tout ça, c'est la richesse de Dataverse. Alors, le but de la session aujourd'hui, c'est pas de faire une session Dataverse, mais vous allez voir que on n'a pas le choix que d'en parler énormément parce que c'est un des forts constituants de l'environnement Power Platform. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que d'un environnement à un autre, vous allez pouvoir avoir des bases de données Dataverse qui sont différentes. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un projet qui va aller de développement à production, on va le faire simple, je vais avoir un environnement de développement et un environnement de production. Au début du projet, mon environnement de production sera vide. Ma base de données Dataverse n'aura aucune donnée, elle n'aura même pas de table et de colonnes. Je vais être sur mon environnement de développement et puis je vais commencer à créer mes tables, mes colonnes, mes vues, mes formulaires, etc., etc. Et puis je vais les prendre et puis je vais les livrer sur mon environnement de production. À ce moment-là, mon environnement de production va se retrouver avec des tables, des colonnes, des liaisons, des règles, des graphiques, je ne sais quoi. Et puis, on va pouvoir commencer à mettre des données dedans.
Et puis en fait, on va me demander une évolution. Donc moi, je vais revenir sur mon environnement de dev et puis je vais recommencer à faire des modifications dans mon modèle de données. Je vais rajouter des champs dans mon formulaire, etc., etc. Et c'est de cette façon-là qu'on va être capable de gérer du coup nos projets avec une véritable gestion de cycle de vie. C'est que d'un environnement à un autre, notre base de données Dataverse est indépendante. Donc les applications Power Platform qui sont construites par-dessus, on va dire, ce modèle de données, donc pour exploiter ce modèle de données, sont également complètement indépendantes et je pourrais avoir une application de production et une application de développement qui ne soient pas exactement la même parce que j'ai des développements en cours. Voilà l'intérêt, voilà un peu une présentation du Dataverse. Le Dataverse, il est tellement présent dans la Power Platform. Enfin, pour vous dire, le Dataverse, c'est la base de données de Dynamics 365, de tout ce que vous allez retrouver dans Dynamics Online. Du coup, mis à part Finance et Operations, je crois, tous les autres modules aujourd'hui utilisent le Dataverse comme base de données. Ça veut dire que Microsoft s'appuie sur ce système de gestion de données et sur les environnements Power Platform qui sont derrière pour stocker les données et personnaliser Dynamics 365. Mais pas que. En fait, ils se servent aussi de Dataverse pour permettre certaines mécaniques dans la Power Platform, lesquelles, notamment les solutions, par exemple, pour ceux qui utilisent des solutions dans la Power Platform, en fait, vous allez vous rendre compte que, par exemple, si sur votre environnement, je vous disais tout à l'heure, on pouvait avoir soit 0, soit une base de données Dataverse, si vous en avez 0, vous ne pouvez pas créer de solution. Pourquoi? Parce que toute la mécanique autour des solutions Power Platform, elle est en réalité stockée dans Dataverse. Sur le même modèle, si vous n'avez pas de base de données Dataverse sur votre environnement, vous ne pouvez pas faire des approvals dans Power Automate. Toute la mécanique qu'il y a derrière les approvals dans Power Automate, c'est géré dans des tables Dataverse. Donc, vous êtes obligé d'avoir une base de données Dataverse sur votre environnement si vous voulez faire des flux avec des approbations. Le petit nouveau, Process Advisor, je ne me rappelle plus du nom en français. Je ne sais pas si quelqu'un l'a. C'est ce qui permet en gros d'analyser les process métiers dans Power Automate. Pareil, en fait, ce sont des solutions des solutions Dataverse qui sont déployées sur le tenant et qui permettent de faire ça. Donc, vous avez tout un tas en fait, vous vous en rendez pas compte, mais quand vous faites du Power Automate dans Microsoft 365 avec un flux d'approbation, ce que vous faites en réalité, c'est que vous créez des entrées dans la table Dataverse. Donc, en fait, Dataverse est hyper présent dans les environnements et dans la Power Platform de manière générale. C'est pour ça, notamment, que par exemple, si vous faites des approbations sur 2 environnements différents, Adrien Nessim, il voit bien de quoi je parle parce qu'il s'y frotte un peu tous les jours. En fait, vos approbations ne sont pas stockées au même endroit, elles ne sont pas stockées dans la même base de données. Pourquoi? Parce que la base de données, elle est vraiment propre à chacun des environnements. Alors, Advisor, a priori, ça n'a pas été encore traduit sur la doc. C'est même en français, la doc française, c'est toujours Process Advisor. Ok. Bon, très bien. Je pensais que j'avais un trou, mais en fait, on l'a jamais vu. Ce que je vais faire, c'est que je vais, en parallèle de ma présentation, on va aller regarder un peu le tenant d'AMS, donc le tenant sur lequel on est en ce moment, parce qu'on a construit des solutions Power Platform dessus, et on s'est largement servi des environnements. Donc là, vous voyez, moi, sur le côté, j'ai mon sélecteur d'environnement dans lequel j'en ai plusieurs. Je vais avoir mon environnement de dev qui est ici, un environnement de qualification, un environnement de build qui sert à mes déploiements et un environnement de prod qui est celui-ci. Pour vous montrer un peu ce que c'est que notre base de données Dataverse, qu'il y a derrière ces environnements. Donc en dev, je vais avoir une multitude de tables. Alors c'est peut-être pas le plus opportun de venir ici pour les regarder. Voilà, qui nous permettent de gérer l'organisation des événements, les participations, etc., etc. Je vais retrouver exactement ces mêmes tables si je vais sur mon environnement de production, puisque j'ai livré ma solution sur l'environnement de production. Pour autant, c'est pas impossible que j'ai fait certains devs. C'est pas impossible que j'ai fait certains devs qui soient pas reproduits encore sur la prod. Donc là, je vois qu'il me manque certaines tables. Donc il faudrait que je regarde comment ça se fait. Donc voilà, on a vraiment des bases de données qui sont complètement distinctes les unes des autres.
en fonction de nos environnements. Un environnement Power Platform, ce que je vous disais, c'est que ça porte également toute la hiérarchie et le modèle de sécurité. Alors, c'est quelque chose qui ne va pas du tout parler aux utilisateurs de Microsoft 365, mais c'est quelque chose qui va très bien parler aux utilisateurs de Dynamics. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'est gérée la sécurité et la visibilité des entrées dans Dynamics. Chaque environnement porte une table user. Donc voilà, ça c'est la table user de la dev de la MS Community. Donc là, on voit qu'on a certains comptes qui sont ici. Ces comptes, cette table user, elle peut être alimentée elle est alimentée par votre Azure Active Directory. Donc en fait, votre environnement, vous lui attachez un groupe de sécurité. Et ce groupe de sécurité va venir alimenter cette table user. Si vous ne mettez pas de groupe de sécurité au niveau de votre création d'environnement, dans ces cas-là, tous les utilisateurs de votre tenant qui disposent d'une licence Power Platform ou Dynamics sont créés en tant qu'entrée dans cette table d'utilisateur. Parce que si vous ne mettez pas de groupe de sécurité, on va considérer que c'est un environnement qui va concerner toute l'organisation. À quoi elle sert cette table user? Elle sert majoritairement pour les projets Power Platform sur lesquels il y a du Dataverse. Elle sert quasiment qu'à ça. Elle va servir donc à attribuer des rôles de sécurité, on va en parler juste après, et elle va servir au positionnement dans l'organisation pour permettre la visibilité et la modification ou pas d'un élément dans Dataverse. Donc cette table, elle est hyper importante parce que c'est à cette table c'est également via cette table que vous dites, par exemple, sur mon environnement, je veux que Adrien Nessim, il soit maker. Donc, vous pouvez aussi donner des rôles vis-à-vis de l'environnement. Vous avez un rôle qui s'appelle le système administrator, qui doit s'appeler environment administrator si vous n'avez pas de base de données Dataverse. Donc système administrator si vous avez une base de données Dataverse, donc qui va permettre à l'utilisateur qui est dans la table user ici de gérer l'environnement, de gérer tout ce qui concerne l'environnement. Et vous avez un autre rôle qui est impératif, qui s'appelle le rôle de maker. Donc ça, on va revenir juste après. Et ce rôle-là, il sert du coup à permettre à des utilisateurs qui sont présents dans cette table de créer des applications ou des flux, par exemple. Donc, si vous créez un autre environnement que l'environnement par défaut, un environnement de production, et que sur l'environnement de production, en réalité, vous n'avez pas le choix, tout le monde est maker, donc déjà, vous n'avez pas le contrôle. Mais du coup, sur un autre environnement, vous pouvez sélectionner qui sont vos makers. Et donc, vous pouvez ne mettre, entre guillemets, que des personnes de confiance pour pas qu'il se passe tout et n'importe quoi sur votre environnement. Donc, cette table user, elle est hyper importante. Il y a plein de règles qui sont un peu particulières au niveau de la gestion de cette table user, notamment la synchro avec l'Azure Active Directory qui peut prendre jusqu'à 24 heures. Donc, c'est pas parce que vous ajoutez un utilisateur dans le groupe qu'il se retrouve automatiquement présent ici tout de suite. Ça peut prendre 24 heures. Pour être honnête, moi j'ai déjà expérimenté des cas aussi où l'utilisateur il est jamais arrivé dans ma table user, même s'il faisait partie de mon groupe de sécurité. Alors peut-être qu'il y avait un problème de licence, je sais pas. Voilà, le mécanisme, moi je le trouve encore un peu bancal. Ce que dit Microsoft concrètement, c'est si votre utilisateur il fait partie du groupe de sécu, s'il a une licence Dynamics ou Power Platform, il devrait se retrouver ici et activer. Si vous supprimez un utilisateur de votre groupe d'utilisateurs, de votre groupe de sécurité, l'utilisateur qui est présent dans cette table sera désactivé et donc tous les rôles qui lui sont affectés ne seront plus valides. La hiérarchie organisationnelle. Dans Dataverse, vous avez la capacité de trier vos utilisateurs selon une certaine organisation, qu'on va appeler des divisions. Et là, la règle, donc ça c'est un modèle qui peut être un peu compliqué. Vous avez une division par défaut qui comprend tous les utilisateurs de votre environnement. Et ensuite, vous pouvez créer des sous-divisions. Donc, une division peut avoir un ou n divisions. Par contre, une division ne peut appartenir qu'à une seule division. Donc, vous ne pouvez pas dire que la business unit 1 ici, elle appartient à deux divisions différentes. Et à l'intérieur de ces divisions, vous devez mettre des utilisateurs ou des équipes. La différence entre les deux, donc un utilisateur, vous avez bien compris, c'est une entrée dans votre table de user. Un utilisateur ne peut appartenir qu'à une seule division. C'est hiérarchique, c'est comme ça. Par contre, vous pouvez attacher des utilisateurs à des équipes. Et un utilisateur peut appartenir à plusieurs équipes. Si je prends, bon, là j'ai fait une faute, mais Team A et Team A, si vous voulez mettre Team A et Team B, un utilisateur, mon user 3, il appartient à Team A, mais il appartient aussi à Team B. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir un peu jouer sur notre visibilité des éléments au sein de notre environnement.
Comme je disais, le but, c'est pas du tout de faire une session sur la gestion des rôles dans Dataverse, mais plutôt de comprendre quelle est l'importance de cette hiérarchie quand vous définissez vos environnements et comment est-ce que cette hiérarchie elle va influer en fait sur notre gestion d'environnement. Et ça, on va le voir. Ça, je vais en parler un petit peu après. Enfin, le modèle de sécurité. Donc, pour mettre un peu tout ça en musique, vous allez définir des rôles de sécurité. Encore une fois, n'oubliez pas que tout ce qu'on dit là, il y a les utilisateurs, la hiérarchie et les rôles, ils sont propres à un environnement. Donc, dès l'instant où vous allez créer un autre environnement, vous allez devoir redéployer un peu toute cette mécanique. Les rôles de sécurité, elles permettent de donner des accès, donc par exemple créer, lire, modifier, etc., sur les tables Dataverse. Donc, on va dire pour chaque table, on va pouvoir mettre des droits différents au niveau de mon rôle de sécurité. Et surtout, elle va définir à quel niveau de hiérarchie est-ce que le droit s'applique. Alors, pour comprendre ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, contrairement à SharePoint, Dataverse, les éléments, ils sont assignés à un utilisateur ou à une équipe. D'accord? Donc, je crée un élément dans ma table contact. Par défaut, le contact, il m'est assigné à moi, Théophile. Si moi, j'ai un rôle de sécurité qui me dit que j'ai le droit de modifier, qui me dit que j'ai le droit de modifier au niveau user. Hop, je me permets juste de vous muter, merci. Donc, si moi j'ai un droit de modification au niveau user, étant donné que l'élément il m'appartient, c'est moi le user, j'ai le droit de le modifier. Si par contre, le droit de modifier, il est par exemple au niveau BU, et que c'est Adrien qui crée le contact, moi et Adrien, si on appartient dans la même BU, enfin Adrien et moi, pardon, si on appartient à la même BU, on pourra tous les deux modifier le contact. Par contre, si le rôle de sécurité il est positionné sur modifier uniquement au niveau user et que c'est Adrien qui crée le contact, je ne pourrais pas le modifier. Donc en fait, c'est ça qui est le plus disruptif par rapport à ce qu'on fait dans SharePoint, et c'est ça qu'il va falloir comprendre dans notre gestion d'environnement, c'est que toute notre gestion de droit sur nos tables dans Dataverse, elle va être conditionnée par notre niveau de hiérarchie et par les rôles de sécurité qu'on crée. Alors si on fait 5 projets différents sur le même environnement Dataverse, et que pour une raison ou pour une autre, j'ai pas besoin du même niveau de hiérarchie d'un projet à l'autre, ça va pas fonctionner. Parce que mon niveau, enfin ma hiérarchie d'utilisateurs de Teams et d'utilisateurs dans les BU, etc., elle est unique au niveau de mon environnement. Je peux pas dire tel projet utilise telle hiérarchie ou tel autre projet utilise telle autre hiérarchie. Donc du coup, si, imaginons qu'on a une table contact dans laquelle pour le projet A, je ne peux lire et modifier que mes éléments à moi, mais pour un autre projet, il faudrait que je puisse lire ou modifier les éléments d'Adrien. Soit je crée 2 rôles de sécurité différents sur la même table et je les affecte. Mais du coup, ça va même pas marcher non plus parce que celui qui peut le plus peut le moins. Donc en fait, je vais pas avoir le choix que de diviser, de créer un autre environnement pour bien ségréguer mes projets, étant donné qu'ils n'utilisent pas les mêmes niveaux de hiérarchie et les mêmes rôles de sécurité sur les tables. Donc voilà, le but, c'est vraiment de faire comprendre que on va conditionner la création d'environnement Power Platform peut-être à une réflexion qui est propre au projet, qui va peut-être être propre à certains cas d'usage. Si j'ai un cas d'usage dans lequel j'ai des droits très particuliers qui ne collent pas du tout avec ce qu'ont fait mes collègues sur d'autres projets, je vais devoir créer un environnement à part. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir mes propres rôles de sécurité, j'ai besoin d'avoir ma propre hiérarchie et mes propres users. Qu'on disait juste avant, c'est que donc vous avez différents connecteurs au niveau de la Power Platform. Et votre stratégie d'environnement, elle va aussi conditionner quel connecteur est accessible dans quel environnement. Vous avez, quand vous mettez en place une DLP, vous avez 3 types de catégories pour vos connecteurs. Vous pouvez les bloquer, vous pouvez les mettre en catégorie non business et vous pouvez les mettre en catégorie business. Bloquer, ça veut dire ce que ça veut dire. Personne ne peut les utiliser. Business et non business, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les connecteurs sont dans 2 groupes différents et qu'au sein d'une même application ou d'un même flux, vous ne pouvez pas utiliser des connecteurs qui sont issus de 2 groupes différents.
Donc le cas classique, j'ai en business les connecteurs Office 365, j'ai en non-business les connecteurs Google. Je ne pourrais pas faire un flux qui prend un document de mon OneDrive et qui le dépose dans mon Google Drive. Je pourrais uniquement faire un flux qui prend une pièce jointe de ma boîte Outlook Pro pour le déposer dans mon OneDrive, parce que les deux connecteurs sont dans le business. Je pourrais aussi faire un flux qui prend ma boîte mail Google, les pièces jointes dans ma boîte mail Google et les dépose dans mon Google Drive, parce que c'est en non-business, mais je ne pourrais pas croiser les deux. Et ensuite, ces DLP, elles s'appliquent soit à tout le tenant, et dans ces cas-là, on va dire, est-ce que ça s'applique à tous les environnements? Est-ce que ça s'applique à tous les environnements sauf tel et tel et tel environnement? Ou est-ce que ça s'applique uniquement à tel et tel environnement? Soit on peut avoir des DLP qui sont spécifiques, positionnés sur un environnement spécifique. Donc du coup, ensuite, on va devoir définir une stratégie de DLP. Surtout que maintenant, on peut très facilement créer des environnements à la volée. C'est-à-dire qu'avec Dataverse for Teams, on va y venir juste après, mais avec Dataverse for Teams, tout le monde peut créer un environnement Power Platform. Donc, il va bien falloir s'assurer qu'on ait une sécurité par défaut qui est quand même restrictive. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est une DLP de base qui s'applique à tous les environnements sans aucune exception, des connecteurs sur lesquels notre département sécurité ne fait pas de concession et dit ceux-là, ils ne seront jamais ouverts, il n'y aura pas d'exception, tout ceux-là, ils sont fermés de base. Celle-ci, elle sera hyper restrictive. Elle sera au niveau tenant. Ensuite, au niveau tenant, toujours, on va définir une DLP, je dirais, par défaut. Celle qui va s'appliquer à l'environnement par défaut, mais celle qui va également s'appliquer automatiquement dès qu'un nouvel environnement est créé. Comme ça, dès que celle-ci, elle serait également hyper restrictive. Donc, dès que quelqu'un va créer un environnement Dataverse for Teams, par exemple, il ne va pas pouvoir utiliser certains connecteurs qu'on veut bloquer. Sauf que pour certains projets, imaginons, je sais pas, un projet avec une interaction avec SAP, on va vouloir ouvrir le connecteur SAP uniquement pour ce projet-là. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un environnement à part avec une DLP sur laquelle on va faire une exception qui dit OK, pour cet environnement-là, on va autoriser le connecteur SAP. Et donc, du coup, notre stratégie d'environnement, elle peut également être liée à notre stratégie de DLP. C'est-à-dire que si on se dit, par exemple, toutes les BU chez nous ont un environnement qui leur est propre, comme ça, ils gèrent leur propre environnement Power Platform. Si jamais il y a un projet qui a besoin d'une exception au niveau d'une DLP et que cet environnement il est partagé avec plusieurs autres projets, plusieurs autres utilisateurs et qu'on a beaucoup de makers dessus et qu'on ne va pas pouvoir contrôler qui utilise ou qui n'utilise pas tel connecteur, on va créer un environnement à part juste pour faire une exception sur ce connecteur-là. Alors, il y a des exceptions au niveau des DLP, ça gère encore plutôt mal les connecteurs custom. Donc ça, c'est la même chose. Les connecteurs custom, ils sont scopés au niveau d'un environnement, contrairement à tous les autres connecteurs qui sont fournis par Microsoft, qui sont accessibles dans tous les environnements et sur lesquels vous venez positionner vos DLP. Quand vous déployez un connecteur custom, vous le déployez sur un environnement et un seul. Et ensuite, vous pouvez également le déployer sur votre dev, votre pré-prod et votre prod, par exemple. Mais du coup, pour les connecteurs custom, on est obligé de faire, en tout cas à ce jour, on est encore obligé de faire des DLP particulières. Pourquoi? Parce que sinon, on n'est pas capable d'utiliser notre connecteur custom. Donc, malheureusement, à la base ici, on ne pourra pas l'appliquer à tous les environnements. On sera obligé de l'appliquer à tous les environnements, sauf ceux qui ont des connecteurs custom. Et pour les projets avec des connecteurs custom, on fera des DLP hyper particulières. Donc moi, la plupart du temps, ce que je vais recommander, c'est si vous avez des connecteurs custom, on fera un environnement dédié à l'utilisation de ce connecteur. Comme ça, on peut lui appliquer une DLP qui est très particulière. De manière générale, vous avez 6 types d'environnements. Alors, je ne les ai pas mis dans le bon ordre, mais je vais quand même les lire dans l'ordre. Vous avez les environnements de production, donc c'est les environnements Power Platform qui vont être dédiés au projet de production que vous avez sur votre tenant. À chaque fois que vous créez un environnement de production, vous allez prendre 1 giga sur le pool du tenant. Donc en fait, ce que vous avez, c'est que au niveau de votre tenant, vous avez un gros pool de stockage, enfin un gros pool qui par défaut est à 1 giga, donc pas grand-chose au final. Et au fur et à mesure que vous achetez des licences, vous faites grossir ce pool de stockage. Donc, par exemple, si vous achetez une licence Power Apps per user,
ou Power Automate per user, vous rajoutez 256 mégas. Si vous achetez une Power Apps per app plan, vous rajoutez 50 mégas. Donc, à chaque fois que vous créez un nouvel environnement de production, vous consommez 1 giga sur ce pool de stockage global. Ce qui se passe souvent dans les sociétés où il y a que du Microsoft 365 et absolument aucun Dynamics ou aucun Project, parce que MS Project Online s'appuie également sur Dataverse et sur la Power Platform. Si jamais vous êtes pur Microsoft 365 et aucun autre type de licence, pas de Power Platform Premium, vous avez qu'1 giga, un seul, qui est bouffé par votre environnement par défaut, et du coup, vous ne pouvez pas créer de nouveaux environnements. Donc, le premier truc à faire, c'est d'acheter des licences pour créer d'autres environnements. Les environnements de production, ils ont une granularité de backup qui est accrue par rapport aux autres environnements. C'est-à-dire que vous aurez des meilleures performances dessus. Si vous avez besoin de faire des backups, de restaurer, vous avez une meilleure granularité pour savoir d'où est-ce que vous restaurez. Donc voilà pourquoi il faut bien choisir le type de production quand vous allez en prod. Vous avez l'environnement par défaut. Alors l'environnement par défaut, à chaque fois que vous avez un tenant Office 365, Microsoft 365, pardon, vous avez un environnement par défaut, c'est immuable. Mais cet environnement, il est très, très, très particulier et on va y revenir après. Il consomme également sur votre pool de stockage par défaut, le pool de stockage de votre tenant. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que vous rajoutez des web ressources, à chaque fois que vous faites des choses dans cet environnement-là, vous allez consommer du stockage sur l'environnement, sur le pool de stockage de l'environnement. Et cet environnement-là, donc encore une fois, il est très particulier, on va y revenir après. Vous avez un autre type d'environnement qui sont les types sandbox. Les sandbox, qu'est-ce que c'est? C'est des environnements qui sont dédiés au développement et au test. Pour les créer, il faut également consommer 1 giga sur le pool de stockage global. Quelle est la différence avec la production? C'est la granularité de backup qui est beaucoup moins accrue, les performances qui sont moins accrues également. Je suis sûr que si on a des personnes de Dynamics dans la salle, vous allez trouver beaucoup plus de différence entre les environnements sandbox et prod que moi. N'hésitez pas, si vous voulez les mettre dans le chat, n'hésitez surtout pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre environnement de sandbox, vous pouvez à tout moment le convertir en production. Donc ça, c'est une des capacités. Ensuite, vous avez les développements trial. Les développements trial, ils servent à quoi? Ils servent à consommer 1 giga de manière hyper ponctuelle. C'est-à-dire que pour le créer, ça vous consomme 1 giga, il expire après 30 jours, et donc votre environnement, il est plus accessible 30 jours après la création du trial. Vous avez ensuite les environnements développeurs qui sont encore plus particuliers. Alors les environnements développeurs, c'est ce qu'on appelle les community plans. Donc en fait, vous avez une page sur Power Apps Community qui permet à tous les sur même powerapps.com peut-être, qui permet à tous les utilisateurs qui ont un compte Office 365, Microsoft 365, Dynamics, peu importe, de se créer leur propre environnement à eux sur leur tenant. À quoi ça sert? Ça sert aux développeurs à développer leurs propres applications dessus, à faire des tests, etc. Ça ne demande pas de licence. Donc, tous ceux qui sont en Microsoft 365 et sans licence Dataverse, vous pouvez tout à fait faire cette demande d'environnement de développeur. La particularité, c'est que la table user, elle est composée que d'une seule personne et c'est vous. Et vous ne pouvez pas l'ouvrir à d'autres personnes. Vous ne pouvez pas partager vos applications. Voilà, donc c'est vraiment fait pour un développeur unique. Et puis il y en a qui s'en servent vraiment en mode j'ai une feature à développer, je prends ma solution qui est sur ma prod, sur ma dev ou peu importe, je la mets sur mon environnement développeur, je la développe, je la repackage et je la relivre. Donc ça, c'est une possibilité. Ce qui est important de comprendre, c'est aussi que ça ne consomme pas sur le pool de stockage global. Donc, vous êtes une société de 10 000 personnes. Si vous avez 1000 personnes qui se font un environnement développeur, ça ne viendra pas à chaque fois consommer 1 giga. Donc, ça, c'est intéressant aussi, parce que ça va permettre de tester aussi les fonctionnalités de Dataverse, par exemple, pour des sociétés qui n'ont pas encore de licence. Et enfin, vous avez les petits derniers, les environnements Dataverse for Teams, qui sont sortis, je sais pas, il y a 6 mois, je pense. Ouais, donc du coup, Loïc dit que les environnements trial ne consomment pas sur le pool. Ouais, j'ai eu un doute en le disant. Ah, pardon, ça va switcher. J'ai eu un doute en le disant, mais je pense que oui, c'est vrai que tu as raison. Ça ne consomme pas sur le pool et c'est aussi l'intérêt de les avoir. Les Dataverse for Teams, ils sont particuliers. La table user, elle est particulière parce qu'elle est liée à votre équipe Teams.
les rôles, ils sont particuliers parce qu'ils sont liés à votre équipe Teams. Et provisionner un environnement, ça ne consomme pas sur votre pool par défaut. Donc en fait, pour provisionner ces environnements-là, il faut passer par l'application Power Apps ou Power Agent dans Teams. Tous les utilisateurs qui sont propriétaires d'une équipe Teams peuvent le faire, ou même membres d'ailleurs, peuvent le faire. Aujourd'hui, c'est encore limité à 500 environnements Dataverse par tenant, Dataverse for Teams par tenant, mais je crois qu'à Ignite, ils ont annoncé que ça allait passer à 1000 ou 10 000, je ne sais plus, mais qu'ils montaient largement la limite. Donc en fait, ce slide, il sert à quoi? Il sert à vous poser la question quand vous allez dans votre centrale d'admin Power Platform et que vous voulez créer un type d'environnement, qu'est-ce que vous pouvez créer? Il sert aussi à vous dire quand vous êtes sur la liste des environnements sur votre tenant, vous allez peut-être voir que vous avez certains environnements qui sont développeurs. En fait, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre société qui a pris son tenant, qui s'est fait créer son environnement développeur et dans lequel il peut faire des choses. C'est encore plus important ici de bien définir une DLP par défaut, assez restrictive, parce qu'encore une fois, si on n'est pas restrictif sur notre DLP par défaut, nos utilisateurs dans Dataverse for Teams, ils vont pouvoir utiliser une multitude de connecteurs, même s'ils sont interdits par défaut, s'ils sont interdits sur l'environnement par défaut, pardon, et qu'ils ne sont pas, par contre, sur la DLP par défaut appliquée à tous les nouveaux environnements créés, ils vont pouvoir se créer un nouvel environnement, ils vont pouvoir faire des choses avec certains connecteurs. Pareil pour l'environnement développeur. Donc la DLP par défaut, elle est vraiment importante. Elle l'était moins avant, mais maintenant, en plus, avec Dataverse for Teams, elle est vraiment, vraiment très importante. L'environnement par défaut, je disais qu'il était particulier. Tout à l'heure, je vous parlais de la table user. C'est pas compliqué sur l'environnement par défaut. Tous les users de la Azure Active Directory sont présents dans la table user. Ok, donc ça c'est comme s'il n'y avait pas de groupe de sécurité sur mon environnement, donc tout le monde est user dessus, c'est-à-dire que tout le monde peut venir utiliser une application, utiliser un flux, très bien. Encore plus, et du coup ce qui est le plus gênant pour la majorité des sociétés, c'est que tout le monde est environment maker. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que 100% des utilisateurs de votre Azure Active Directory, s'ils ont une licence Power Apps pour Office 365 ou Power Automate pour Office 365, ils ont la capacité de venir créer une application. Et en plus de ça, du coup, en étant maker, étant donné que l'environnement par défaut, il a une base de données Dataverse pour la gestion des approvals, des solutions, etc., tout ce que je vous disais tout à l'heure, tous les utilisateurs de mon tenant ont des droits sur la base de données Dataverse qui est sur mon environnement par défaut. C'est pourquoi, quand quelqu'un crée par hasard, sans forcément connaître, mais crée une model driven sur l'environnement par défaut, c'est pour ça que tous les utilisateurs du tenant voient cette model driven. Parce que la plupart du temps, quand ils créent une model driven, ils vont l'attacher à la première table qu'ils voient parce qu'ils ne savent pas trop forcément quelle est la table, quel est le concept de la model driven. Donc ils vont l'attacher peut-être à la table, à l'entité, pardon, non, alors à la table account, société. Comme on est tous makers, on a tous des droits sur la table société, on voit tous sa model driven. Et puis c'est comme ça qu'on se retrouve sur des tenants avec beaucoup d'utilisateurs, avec 100, 200, 300 model driven sur l'environnement par défaut, qui servent à rien, mais tout le monde y a accès. Pourquoi? Parce qu'on a tous ce rôle côté Dataverse sur l'environnement par défaut. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur l'environnement par défaut, même en tant qu'admin, vous ne gérez pas ni les rôles de sécurité, ni la table user. C'est comme ça et ça ne change pas. Donc, vous ne pouvez pas dire, je retire le droit de maker à certains de mes employés et je le mets à d'autres. Sur l'environnement par défaut, vous êtes obligé de subir, entre guillemets, cette capacité à créer des applications, créer des flux et manipuler Dataverse. Et donc, ça fera partie d'une deuxième partie sur la gouvernance qui sera comment monitorer ce qui se passe sur notre environnement par défaut pour prendre des actions correctives. Donc l'environnement par défaut, ce qu'il faut bien se dire, c'est que cet environnement-là, il est dédié selon Microsoft à la productivité individuelle. Voilà, je vais faire mon petit flow à moi qui prend mes pièces jointes et qui me les met dans mon OneDrive. Ou je vais faire un petit flow qui me rappelle que tous les 18 du mois, et puis d'ailleurs je suis en retard pour Abalone, mais il faut que je fasse mon CRA, etc., etc. Dès l'instant, on va faire des projets un peu plus poussés. Et on va essayer de ne pas utiliser l'environnement par défaut. On va essayer de basculer sur un environnement Power Platform différent, un autre environnement de prod ou du Dataverse for Teams si on est là pour de la productivité d'équipe. Les environnements Dataverse for Teams, c'est pareil, plus ou moins, on n'a pas la main sur qui sont les utilisateurs, puisque la table utilisateur de cet environnement-là, elle est directement alimentée par les membres de l'équipe.
Alors, non seulement par les membres de l'équipe, donc membres, honneurs et invités, mais également maintenant, depuis quelques temps, vous avez la possibilité de rajouter ce qu'ils appellent partager avec mes collègues et donc de rajouter un groupe de sécurité pour partager les applications à l'extérieur de l'équipe. Donc, en fait, la table utilisateur, elle est alimentée par ces membres de l'équipe plus ce groupe de sécurité. Et les rôles associés donc à nos utilisateurs sur l'environnement, enfin sur le Dataverse, la base de données Dataverse for Teams, eh ben, il est un peu personnalisable. Il n'est pas complètement personnalisable comme on le pourrait sur un environnement Dataverse Pro, entre guillemets, mais sur du Dataverse for Teams, on peut quand même personnaliser par table les droits en fonction du screenshot que je vous ai mis à côté. Donc on peut dire les membres, ils ont uniquement un droit de référence, d'accès complet ou de collaborate, ou les guests, ils ont tel ou tel droit, et ça, c'est personnalisable complètement par table. Donc en fait, c'est une première brique pour construire des solutions d'équipe dans Dataverse for Teams avec des droits, avec un modèle de sécurité qui n'est pas aussi avancé que Dataverse Pro, mais qui match avec ce qu'on peut faire dans SharePoint, globalement. Je pense que la partie que la plupart attendent, c'est la stratégie d'environnement. J'ai la réponse facile qui dit bah, ça va dépendre. Malheureusement, j'ai des clients qui me disent je te décris mon environnement, je te décris ma société, tu me donnes ma stratégie d'environnement. Moi, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. C'est beaucoup trop propre à vos sujets. Et vis-à-vis de tout ce que j'ai dit juste avant, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va dépendre de votre organisation. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes divisé en BU? Est-ce que vous êtes une grosse société, une petite société? Est-ce que votre niveau hiérarchique est plutôt divisé sur des localisations géographiques, etc., etc. Ensuite, ça va dépendre des projets. Ça va dépendre de la criticité des projets. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des projets sur lesquels vous avez besoin vous avez une criticité très forte et donc du coup, vous avez besoin de contrôler absolument qui sont tous les makers de l'environnement. Vous avez besoin d'avoir un cycle de vie et de brancher de l'Azure DevOps derrière, un cycle de vie de vos applications, etc., etc. Donc, peut-être qu'on va créer, là, c'est ce qui est fait sur le diagramme qui est là, c'est que un projet critique, on va lui créer ses propres environnements, des environnements qui sont vraiment dédiés à ce projet-là. Pourquoi est-ce qu'on peut être amené à faire ça? Donc, comme je disais, parce que le modèle de sécurité et les users qui sont dans Dataverse sont ultra spécifiques à ce projet-là et ne peuvent pas être utilisés par d'autres projets. Et donc, du coup, on va être obligé de créer un environnement dédié à ce projet-là. Ça peut dépendre de la localisation aussi. Pourquoi? Parce que vos environnements Dataverse, vos environnements Power Platform, quand vous les créez, vous spécifiez la plaque géographique sur laquelle vous les créez. Et donc, si vous êtes une multinationale et que tous les utilisateurs de cette application sont aux États-Unis, ça ne sert à rien de créer un environnement Dataverse sur la plaque Europe. Donc voilà, ça peut aussi dépendre de ça. Et puis enfin, ça peut dépendre de votre modèle de gouvernance, de votre modèle de délégation, de votre capacité à déléguer la gouvernance à vos DSI locales. Pourquoi? Parce que bah, du coup, ce qui peut être intéressant, c'est qu'une société qui va avoir plusieurs BU et des DSI de BU, on va leur donner chacun un environnement en leur disant tu gères tes makers, tu gères tes développements sur ton environnement, vous êtes autonome dessus. Et donc, du coup, il va y avoir des environnements mutualisés pour plusieurs projets qui sont liés à cette BU. Après, n'oublions pas, c'est que du coup, sur cet environnement-là, la table user, elle est partagée, la hiérarchie, elle est partagée, donc c'est très bien, on va être dans la BU. Toute notre table user, ça va être les utilisateurs de cette BU en particulier. Toute la hiérarchie, ça va être la hiérarchie de l'organisation. Si on a un projet qui a besoin de droits dans Dataverse plus particulier, il faudra qu'on crée potentiellement un autre environnement et ce sera un projet à part. Donc voilà, ça pour dire que la stratégie d'environnement que vous allez mettre en place dans l'organisation, elle dépend énormément de vos projets, elle dépend de la maturité de vos DSI locales à gérer leurs propres environnements. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, vous avez Dataverse for Teams qu'il faut absolument regarder, monitorer, sur lesquels vous devez appliquer des DLP qui sont quand même plus ou moins restrictives. N'oubliez pas que vos utilisateurs, ils peuvent se créer des environnements développeurs. Donc ça aussi, DLP restrictif dessus. Et puis, l'environnement par défaut qui est hyper particulier, sur lequel on peut quasiment, on n'a pas la main pour faire quoi que ce soit, bah, il faut le monitorer et ça, ce sera l'objet d'une autre session. Je vais rester sur slide pour prendre vos questions, si jamais vous avez des questions qui concernent le sujet des environnements.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous ouvrez votre micro, c'est aussi simple que ça. Théophile Thibault Joubert, merci pour la présentation. Juste une question, est-ce qu'on peut avoir des environnements dédiés sans licence Power App Premium, uniquement pour faire tourner des applications sur Office 365? Du coup, avec des connecteurs SharePoint, connecteurs utilisateurs? Oui, tout à fait, vous pouvez absolument le faire. Tout ce qu'il faut prévoir, du coup, c'est si vous créez un environnement de production pour juste avoir des Canvas apps basés sur SharePoint, par exemple, vous assurez que vous ayez le stockage nécessaire au niveau du tenant pour créer d'autres environnements. Donc, comme par défaut, vous avez que 1 giga, donc là, la petite astuce, c'est de dire la première licence que vous achetez, c'est une per user, une Power Apps per user, qui automatiquement va faire monter votre stockage par défaut à 10 gigas. Et là, vous pourrez créer 10 environnements. Ok, c'est ce qu'on a fait, mais d'un point D'accord? de vue relation contractuelle avec Microsoft, on n'était pas sûr que ça rentre dans les clous. Si, vous pouvez le faire. Après, vous allez avoir certaines limites. Pensez à, par exemple, les solutions. Vous ne pourrez pas utiliser de solution si vous ne mettez pas de base Dataverse sur votre environnement. Donc, vous êtes obligé de mettre une base Dataverse sur votre environnement si vous voulez que vos utilisateurs utilisent des solutions. Et les solutions, elles sont hyper pratiques dès l'instant où enfin, c'est la façon de gérer le cycle de vie. Donc, si vous voulez basculer un projet d'un environnement de dev à un environnement de prod, que ce soit du Canvas avec SharePoint ou pas, l'idée, c'est de passer quand même par des solutions. Donc, du coup, d'avoir quand même une base de données Dataverse attachée à votre environnement. Super clair, merci. Ouais, Théophile, j'ai une question aussi pour toi. Ouais. Donc c'est Loïc. C'était par rapport à la structure de DLP que tu avais montré sur ton schéma. Ouais. Je voulais voir quelle était la différence d'après toi d'avoir une DLP ultra restrictive, comme tu as dit, en base, au lieu d'avoir directement de merger, en fait, si je reprends ton schéma, de merger ta DLP de base et ta DLP par défaut. Si on considère que la DLP par défaut est celle de base, ça peut peut-être simplifier le schéma, ou peut-être que je loupe un Là, avantage de l'idée, fond. là, ce qui est proposé, c'est de potentiellement, par rapport à la défaut, avoir la capacité de gérer des exceptions. Par exemple, le connecteur SAP. Parce que dans la défaut, si tu la mets sur tous les environnements, tu peux aussi gérer des exceptions. Ouais, mais donc, du coup, on est obligé de enfin, du coup, imaginons là, la DLP, elle se retrouve dans les mains d'un environnement admin. Il pourrait potentiellement retirer certains connecteurs de ces connecteurs bloqués, par exemple. Ça veut dire que tous les environnements admin peuvent modifier les DLP qui sont assignés à leur environnement? Ça Ouais. m'étonnerait, ça. Si c'est des DLP d'environnement, oui. Pas des DLP de tenant, mais des DLP Oui, mais d'environnement. pour moi, la DLP par défaut devrait être une DLP de tenant. La DLP par défaut ouais, mais le problème, c'est que si ta DLP de tenant par défaut, tu ne l'appliques pas à un environnement avec une exception. Comment tu fais pour t'assurer que certains connecteurs restent bloqués? Pour moi, la DLP par défaut est générée par l'IT, et du coup, l'IT doit s'assurer que quand il crée une exception, il crée la bonne exception avec les bons niveaux. Typiquement, ça reviendrait au même que ce que tu fais avec ton base et tes environnements custom avec tes custom connecteurs. Oui, en fait, oui, c'est ça. Ça reviendra exactement au même que ça. Moi là, aujourd'hui, j'avais proposé ça pour me dire qu'il y avait peut-être certains connecteurs sur lesquels l'IT n'autoriserait jamais aucune exception et pour lesquels on s'assurait qu'ils étaient bloqués absolument partout, même sur les DLP avec certaines exceptions. Mais pour être honnête, ce schéma-là, je l'ai imaginé avant de me rendre compte que j'avais des problèmes sur les connecteurs par défaut, en fait, les connecteurs custom. Donc pour moi, c'était une base restrictive sur laquelle il y avait zéro exception. Et puis en fait, je me suis retrouvé dans l'obligation de gérer des exceptions au niveau des environnements qui ont des connecteurs custom. Parce qu'on peut les ajouter que dans les environnements de niveau, que les DLP de type environnement. Ouais. C'est ça, ouais. Ce qui pose quand même des problèmes selon moi. Mais... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, merci pour la réponse. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Et puis, on planifiera avec Patrick une prochaine session au sujet de
Comment monitorer cet environnement par défaut là, sur lequel tout le monde est maker et sur lequel tout le monde peut créer des apps et faire plein de choses et de manière générale. Donc en gros, ça parlera du COE Starter Kit, de comment l'instancier et puis surtout comment le personnaliser, parce que c'est bien d'avoir ce Starter Kit qui est hyper générique, mais vous posez peut-être des questions sur de dire j'ai des cas particuliers dans mon entreprise, comment est-ce que je peux modifier ces métriques collectées, et puis là on verra un peu comment on peut le personnaliser. Super, merci Théo. J'arrête l'enregistrement.